Sebastian Kurz, mis en examen pour faux témoignage, l'ex-chancelier autrichien est accusé d'avoir favorisé la carrière d'un de ses proches. Nouvelle attaque de drone contre la Russie. Un engin sans pilote est tombé à environ 5 km du Kremlin. Un autre aurait été détruit en mer Noire. Des milliers de personnes vivant dans le Grand Nord canadien se précipitent pour quitter leur domicile face à la menace des flammes. La campagne électorale en Équateur s'est terminée par des hommages aux candidats assassinés et avec la peur au ventre pour les autres candidats. Le parti au pouvoir en Pologne ajoute aux prochaines législatives le vote d'un référendum controversé. L'opposition dénonce une tentative de manipuler les élections. Sebastian Kurz a été mis en examen pour faux témoignage. L'ex-chancelier autrichien continue de clamer son innocence, mais sera jugé à partir du 18 octobre. Il s'agit de sa première inculpation et il risque jusqu'à 3 ans de prison. Son successeur, un fidèle de Sebastian Kurz, a immédiatement réagi. Wenn es denn so ist, dann besteht jetzt endlich die Möglichkeit der Aufklärung. Das ist für alle betroffenen Personen auch dann da die Gelegenheit, tatsächlich eben diese Aufklärung auch anzustreben und zu leisten. Le parquet anticorruption accuse Sebastian Kurz d'être intervenu en faisant nommer un de ses proches à la tête d'une holding publique et d'avoir menti devant une commission parlementaire en s'en défendant. Sebastian Kurz est aussi soupçonné d'avoir détourné des fonds publics pour favoriser son ascension politique fulgurante. À 31 ans, l'ex-chancelier fut le plus jeune dirigeant élu de la planète. Les forces de défense antiaérienne russes disent avoir abattu un drone ukrainien qui volait vers Moscou. L'appareil sans pilote est tombé sur la zone du centre d'exposition de la capitale russe, un quartier à environ 5 km du Kremlin. Selon le maire de Moscou, le drone n'a fait aucune victime et causé peu de dégâts. La Russie dit avoir également bloqué un drone aquatique en mer Noire. La bombe de surface téléguidée aurait visé un navire russe à plus de 200 km au sud-ouest de Sébastopol. Recent Ukrainian advances near small settlements in the Donetsk-Zaporizhia region border area and in western Zaporizhia region are likely tactically significant because of the structure of Russian defensive lines, says the Institute for the Study of War in its latest assessment. Ukrainian Colonel Petro Chernik stated on the 15th of August that the three-echelon Russian defensive line in southern Ukraine is comprised of a first line of minefields stretching several kilometers deep, then the second line with artillery equipment and personnel concentration, and then the third line of rear positions meant to preserve resources. And recent Ukrainian advances north and northeast of Robotyne, which is situated here about 10 kilometers south from Orikhiv in western Zaporizhia region, may allow Ukrainian forces to begin operating in the areas past the densest minefields. If the areas around the second Russian line of defense are less heavily mined, then they would likely be more conducive to more rapid Ukrainian gains. The Institute for the Study of War says it has no ability to assess the density or depth of Russian minefields. Russian forces have dedicated significant effort, resources and personnel to hold settlements such as Robotyne and Urozhaine, and recent Ukrainian advances in these areas are therefore likely reflective of a wider degradation of defending Russian forces. Now, the lack of Russian operational reserves meant that Russian forces will have to reinforce certain areas of the front in the expense of others, likely weakening Russian defensive lines in aggregate and offering Ukrainian forces opportunities for exploitation. Alexandre Loukachenko promet qu'il ne savait pas que la Russie se préparait à envahir l'Ukraine et que Vladimir Poutine lui a demandé de couvrir ses arrières. À en croire le président bélarusse, il y a un peu plus d'un an et demi, juste avant le début de l'invasion de son voisin, Vladimir Poutine craignait un coup dans le dos des Occidentaux. Я вам клянусь, что у нас не было разговора о том, что Россия там будет совершать какие-то действия против Украины. Единственное, за несколько дней или там за сутки, я уже не помню, мы с ним встречались,
у него загородные резиденции и обсуждали ситуацию, которая сложилась, он мне дословно сказал, впервые тоже об этом вам говорю, он мне говорит: слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай Бог, что случится, ну, всякое может быть, ты прикрой меня, пожалуйста. Au cours de ce même entretien accordé à l'agence bélarusse Belta, Alexandre Loukachenko estime qu'il n'y a plus aucune menace de rébellion militaire en Russie. Selon le président bélarusse, personne ne va renverser Poutine. En juin dernier, des mercenaires russes du groupe Wagner avaient marché sur Moscou et Alexandre Loukachenko assure avoir convaincu leur chef, Evgeny Prigojine, de renoncer à ses projets. À Chypre, des casques bleus de l'ONU ont été attaqués par des Chypriotes turcs. Une vidéo de l'incident montre plusieurs bulldozers repoussant des véhicules de l'ONU, ainsi que des agressions entre des agents de sécurité chypriotes turcs et des casques bleus. Les casques bleus tentaient de bloquer la construction d'une route controversée dans la zone tampon divisant Chypre. Le chef de la diplomatie étrangère, Josep Borrell, a appelé la partie chypriote turque à respecter les pouvoirs de la mission de l'ONU à l'intérieur de la zone tampon et à reprendre le travail pour trouver une solution acceptable dans la région de Pila. L'incident s'est produit vers le seul village où vivent côte à côte des Chypriotes grecs et turcs sur la ligne verte surveillée par l'ONU qui divise l'île. Les autorités chypriotes turques envisagent de construire ici une route entre deux villages chypriotes turcs à l'intérieur de la zone tampon. Toute construction doit faire l'objet d'une autorisation des deux parties et de l'ONU. Depuis l'invasion turque dans le nord en 1974, les négociations se multiplient pour trouver une solution au problème de Chypre. Elles sont au point mort depuis 2017. Ils sont entre 500 et 1000 au départ, près de Sainte-Soline en Nouvelle-Aquitaine. Destination à l'issue de 9 jours de périple, Paris. Leur but, manifester contre la création de méga-bassines, ces gigantesques réservoirs dans lesquels l'eau puisée en hiver dans les nappes phréatiques est stockée pour permettre l'irrigation en été. Des projets contestés par les défenseurs de l'environnement qui dénoncent des projets coûteux, pointent les risques de dérèglement du cycle de l'eau et demandent un moratoire sur tous les projets de méga-bassines en cours. Le Canada lutte toujours contre les incendies. Des milliers de personnes vivant dans le Grand Nord canadien se précipitent pour quitter leur domicile face à la menace des flammes. Plus de 20 000 habitants de Yellowknife ont reçu l'ordre d'évacuer d'ici samedi. La plupart se sont rués vers le petit aéroport de la ville et certains quittent la région par voie terrestre. We're heading into a critical couple of days during the management of this wildfire. We expect to see northwest winds to west-northwest winds over the next 2 days. And those are winds that will trend both of those fires in directions that we don't want. Plus de 1050 feux ravagent actuellement le Canada d'est en ouest. Depuis le printemps, le Canada connaît une saison des feux qui bat tous les records. Le pays est confronté ces dernières années à des événements météorologiques extrêmes dont l'intensité et la fréquence sont accrues par le réchauffement climatique. À Hawaï, la démission du responsable de la gestion des crises de l'île de Maui. Herman Andaya a été critiqué pour ne pas avoir fait retentir les sirènes d'alarme lors de l'incendie qui a ravagé la ville de Lahaina. Sa démission intervient quelques jours après la visite du président Joe Biden à Hawaï. L'incendie a ravagé la cité portuaire et fait au moins 111 morts. La plupart des victimes se sont retrouvées prises au piège dans leur maison ou leur voiture alors qu'elles tentaient d'échapper aux flammes. La campagne électorale en Équateur s'est terminée par des hommages aux candidats assassinés le 9 août. Fernando Villavicencio a été abattu par un tueur à gages colombien lors de cette présidentielle marquée par la violence. Vêtus de gilets pare-balles, les candidats ont terminé leur meeting, comme le journaliste Christian Zurita, qui remplace son ami assassiné. La seguridad se debe a que yo tengo el mismo perfil de peligro que Fernando Villavicencio, porque las amenazas siempre fueron, vamos por todos, ¿no? Y él fue asesinado no por lo que dijo, sino por lo que pensaba hacer. Y este plan se basa sobre todo en lo que pensamos hacer.
La favorite des sondages est cette femme, Luisa González, du mouvement Revolución Ciudadana, dirigé par l'ancien président Rafael Correa. Ce dernier a été condamné par contumace à 8 ans de prison. Il est réfugié en Belgique. Luisa González a clôturé sa campagne à Guayaquil, le principal port équatorien, où les bandes rivales se disputent le contrôle du trafic de drogue et des expéditions de cocaïne vers l'Europe et les États-Unis. C'est le plus grand événement sportif de l'histoire de la Hongrie. À partir de samedi, Budapest accueille les championnats du monde d'athlétisme pour 9 jours. Une fierté pour le comité d'organisation. Az, hogy több mint 2100 sportoló érkezik több mint 200 országból, az, hogy csak az ide látogató nézők, akik szeretnének majd szurkolni a helyszínen, több mint 103 országból érkeznek ide, és több mint 50 000-en vannak. Az, hogy több mint 1 milliárd tévénézője lesz ennek az eseménynek, ezek mind olyan adatok, amiket még tudnék hosszabban sorolni, de szerintem ezek kellően mutatják azt, hogy milyen volumenű sporteseményről van most szó. Un événement d'ampleur qu'il est aussi sur le plan financier. Le gouvernement a investi 180 millions d'euros pour l'organisation. Le stade où se dérouleront la majorité des épreuves a lui coûté environ 650 millions d'euros. Le marathon et la marche auront lieu dans les rues de la capitale. Az atlétikai világbajnokság legelső versenyszáma szombat reggel egy kicsivel 9 óra előtt kezdődik. Innen a Hősök teréről indulnak majd a versenyzők, és nem sokkal később már ki is osztják az első érmet a női 20 kilométeres gyaloglásban. Magyar Ádám, Euronews, Budapest.